Avant de commencer, je vous conseille d'aller voir le point vocable sur la voix, histoire de comprendre les bases de celle-ci. Si vous n'avez pas envie, on vit en pays libre, alors je vais pas vous forcer. Bon, la voix. Tout le monde en a une a priori, mais pour l'utiliser comme on va en parler, il faut des années de pratique et de travail, comme tout autre instrument de musique. Car oui, de mon avis, il n'y a pas de débat possible, la voix est un instrument. Et au fil des périodes, on l'a utilisé de manière bien différente. Alors je vous propose de voir l'évolution des pratiques vocales de la période Renaissance à la période moderne. Parce que les évolutions me semblent plus probantes entre ces 4 périodes. Et puis comme je l'ai dit, on est en pays libre, alors je fais bien comme je veux. Allez, accrochez-vous vos aiguilles, on est parti. La Renaissance. Période de l'humanisme, des fraises et du luth. Et d'une voix simple aussi, héritière des voix qu'on pouvait entendre dans les églises avec le chant grégorien. La voix était surtout utilisée dans des chœurs. Cultiver une voix qui ressorte du lot n'était alors pas vraiment d'actualité. Bien que ce soit cette période que l'on commence à voir émerger des voix plus propres à être solistes. Adieu. Mais même dans les monodies, la voix reste relativement simple. Alors elle n'est pas non plus naturelle, il faut utiliser tout un tas de techniques vocales d'ouverture de voile du palais, d'utilisation de divers résonateurs, de respiration. C'est pas non plus Jean-Jacques qui va se mettre à chanter la Carmagnole après 12 vers d'Hippocrate. Mais il ne va pas y avoir d'utilisation poussive, par exemple du vibrato. Quoi ? Bon, alors voilà une jeune fillette composée en 1576 par Jean Char d'Avoine, chantée pour une voix de femme accompagnée au luth. Vous devriez mieux comprendre de quoi je parle. Une jeune fillette de noble cœur, plaisante et joliette de grand valeur, contre son gré, on l'a réduit dans l'être, c'est la pointe fluette dont vit en grande douleur. Gardez en tête ceci, et je vous passe tout de suite l'extrait que j'ai choisi pour illustrer la musique baroque, toujours avec une musique assez mélancolique et une voix de femme. Vous comprendrez mieux la différence entre simplicité de la Renaissance et le baroque, quoi. Vous aurez pu reconnaître l'air de Didon When I'm Laid, extrait de Didon est né de Purcell. La voix est encore plus timbrée, et il y a tout un tas d'effets qu'on ne trouvait pas à la Renaissance. Des crescendo et décrescendo très prononcés sur une même note, alors qu'avant c'était très linéaire, des petites fioritures, des appoggiatures ça et là, alors qu'avant c'était très linéaire. Et le principe est là, tout est plus poussé, plus grandiloquent, tout est dans l'affect. Oh my god, je suis une peinture baroque. Le baroque c'est l'affect. Et le contraste aussi, alors tout est dans l'excès. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Pourquoi la voix a besoin d'être plus puissante pour être plus entendue et être finalement complètement soliste ? Un seul mot, l'opéra. C'est avec l'opéra qu'on passe vers 1600 à la période baroque, que ce soit avec la Daphné de Jacopo Peri en 1597 ou l'Orfeo de Claudio Monteverdi en 1607, le concept est là, il faut que la voix soit entendue et il faut qu'elle raconte ce qu'elle chante. Donc quand Didon meurt, on doit sentir qu'elle souffre. C'est l'avènement de la virtuosité. Les premières stars vocales font leur apparition et cela va ouvrir la porte au star system musical qui va vraiment commencer à la période baroque. De manière générale, la différence fondamentale entre le baroque et le classique, c'est la simplicité. Le baroque, faut se l'avouer, c'était parfois un peu too much. Alors à un moment, on dit stop et on revient à une belle mélodie avec un accompagnement simple. Mais bon, les chanteurs solistes ont goûté à cette mise en avant, alors il faut quand même qu'ils puissent se montrer un peu. Alors on leur laisse chanter un peu de vocalistes pour qu'ils puissent tout de même montrer un peu leur virtuosité, mais l'expression est plus implicite. Ok, vas-y, mais calme-toi quand même. Allez, circulez. On trouve moins de fioritures, moins de notes soufflées, enfin c'est plus simple quoi. Et Mozart reste pour moi un des meilleurs exemples. Je vous laisse constater par vous-même la différence avec du baroque en écoutant Ruhe Sams, extrait de son opéra Zaïd.
Et puis vient le bel canto romantique. Si le bel canto, beau chant en italien, est un terme qui a plusieurs définitions, on retiendra celle qui veut que durant la période romantique, donc en gros au 19e siècle, le chant doit se faire avec force et panache. La technicité y est primordiale et on reconnaît un bon chanteur de bel canto à sa capacité à monter dans les aigus et à faire des belles vocalises bien liées, par exemple. Le tout en italien, cela va de soi. Comme ici dans l'air Prendi pel me sei libero, extrait de l'élixir d'amour de Donizetti. Quel panache! Quelle force! On est au paroxysme du culte de la virtuosité en un sens, à tel point qu'on a du mal à comprendre le texte. Il faut savoir que jusque-là, dans un opéra, on a une différence très marquée entre récitatif et air. L'air, c'est quand on a ces belles mélodies, ce sont les parties que l'on connaît en général des opéras et qui sont un peu des arrêts sur image dans l'histoire racontée. Les récitatifs, eux, sont des parties servant à la narration de l'opéra. Ils sont moins musicaux et ne comportent presque pas de mélodie, ils se rapprochent presque de la voix parlée. Bon, et à la fin du romantisme, on en a un peu marre de cette alternance systématique et cloisonnée, et du coup, la voix revient au service de la compréhension de l'histoire et du texte. Et on bannit l'alternance air récitatif. C'est Richard Wagner qui va lancer ce mouvement. Et il y aura une vie musicale avant Wagner et une vie musicale après Wagner. Alors remémorez-vous le bel canto avec son opulence de vocalise. Hola, bijou! Prêtez attention maintenant à la différence avec cet extrait des Valkyries, opéra de Wagner datant de 1876. Ich Vater, rüst dich selbst, harten Sturm sollst du bestehen. Fremd naht deine Frau, im Wagen mit dem Wittegespann. Ei, wie die goldene Geißel sich schwingt, die armen Tiere ächzen vor Angst, wie trafen die Räder, so gesperrt sie zum Zaun. Même si c'est de l'allemand et que l'on ne comprend pas forcément, Hallo, ich habe Richard! on distingue clairement le texte car il est prononcé de manière syllabique, une note égale une syllabe. On commence donc bien à s'éloigner de ces envolées lyriques pleines de notes sur une même voyelle, mais pour certains ce n'est pas encore assez. Et alors on va voir apparaître au début du XXe siècle le Sprechgesang, littéralement le parler chanté. Bon là on garde le côté syllabique, mais pour se rapprocher encore plus de la parole, on occulte presque l'idée de mélodie. L'exemple le plus probant, et l'un des premiers historiquement, se trouve dans le Pierrot lunaire d'Arnold Schoenberg, composé en 1912. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Sprengflut überschwemmt den stillen Horizont. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Ce qu'on peut constater, c'est qu'après la simplicité du chant de la Renaissance, on va tester toutes sortes de choses plus complexes, dirons-nous, pour tout un tas de raisons esthétiques et pratiques déjà énoncées plus tôt. Puis finalement, on va revenir à quelque chose de très linéaire, de plus simple et surtout de plus proche de notre voix parlée. De là à dire que Schoenberg s'est inspiré de Charles d'Avoine, peut-être pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours eu quelqu'un pour être en rupture avec ce qui le précède, et à force de rupture, il est logique que des continuités se forment. Autrement dit, on repasse toujours par là où on est passé. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et puis allez voir les copains de Mediapason. Enfin n'écoutez pas qu'écouter du Schoenberg peut aussi être vachement cool, parce que la curiosité n'est pas forcément un vilain défaut.